Haine, ressentiment, dénonciation. François Dubet, lors d'une récente interview, commentant la sortie d'un livre récent, Le temps des passions tristes, qualifiait ainsi les dites passions. Selon lui, ces sentiments s'expliquaient pour une large partie par le fait que nous ayons construit des politiques sociales de plus en plus fractionnées, de plus en plus singulières, de plus en plus particulières, le tout faisant éclater, ou en tout cas conduisant à faire éclater le sentiment de solidarité. En même temps, ce système est pour lui devenu complètement illisible. Plus personne ne perçoit le contrat social qui sous-tend ces politiques, et cela conduit à une véritable crise de confiance. Le maillage de politiques et dispositifs déjà présents a pour effet que plus personne ne se sent solidaire et redevable auprès de la communauté. Ça, ce sera en quelque sorte le fil rouge de la présentation que je vais tenter de vous faire, si ça fonctionne. De quoi parle-t-on au sujet du revenu universel ou revenu d'existence, puisque aujourd'hui, on parle indifféremment de revenu de base, revenu d'existence ou revenu universel. On parle d'un sujet qui a été majeur lors de la dernière élection présidentielle, défendu par Benoît Hamon, mais aussi Nathalie Kosciusko-Morizet et Europe Écologie Les Verts, qui a fait l'objet d'une information sénatoriale en 2016, avec un rapport historique qui en est résulté. De manière plus récente, le conseil départemental de la Gironde s'est saisi et emparé du sujet sous l'égide du président Jean-Luc Glaise. Le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, a souhaité déployer une initiative citoyenne en la matière il y a quelques mois. 1989-2019, nous fêtons aujourd'hui et cette année même les 30 ans de l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Merci. Et d'autres associations sont nées par la suite. Le Mouvement français pour un revenu de base. Et enfin, Gaspard Koenig et Génération Libre ont également travaillé sur le sujet. Depuis, ce n'est pas une idée neuve. Depuis 2 siècles, un certain nombre de penseurs s'en sont emparés. Au premier rang desquels Thomas Paine, avec un ouvrage qui s'intitule « La justice agraire ». Joseph Charlier au XIXe siècle pour la solution au problème social. Jacques Duboin, La grande relève des hommes par la machine. La Déclaration universelle des droits de l'homme mentionne également ce sujet. Lionel Stoléru, on a évoqué ce matin sur la question du logement, avait aussi travaillé le sujet. Philippe Van Parijs et Yannick van der Borch ont dernièrement publié un livre en la matière. François Bourguignon, présent à ma droite, fiscalité et redistribution. Mon ancien professeur Yolande Bresson avait travaillé sur le sujet déjà dans les années 80 avec ses ouvrages comme L'après-salariat ou Une clémente économie. Et enfin, en 2014, le sujet a fait l'objet d'un livre qui s'appelle Le Liber. Alors, de quoi parle-t-on au niveau international ? Le revenu de base, c'est un paiement en monnaie périodique versé à tous sur une base individuelle sans condition de ressources ni exigence de contrepartie. Alors effectivement, c'est un paiement en monnaie. Il n'est pas payé en nature ou sous forme de bons dédiés à une utilisation spécifique. Il y a un certain nombre de personnes qui, en France en particulier, militent pour l'instauration d'un revenu de base, mais payé plutôt en nature. Ce n'est pas l'option qu'a retenue l'AIRE à ce jour. Il est payé de manière périodique, à intervalles réguliers. Un certain nombre de penseurs, dans les derniers mois, ont défendu l'idée qu'il serait opportun, sans doute, non pas de payer ce revenu sous forme d'intervalles réguliers, mais sous forme de capital, versé par exemple à la majorité ou aux 22, 23 ou 24 ans de l'enfant. Ce n'est pas l'option que nous défendons. Il est individuel, il est calculé sur une base individuelle et non optimisé en fonction de la composition des ménages, mais son montant peut varier suivant l'âge, on le verra tout à l'heure. Donc sa principale caractéristique, c'est qu'il n'est pas conditionné, il est par nature inconditionnel. Il n'y a pas de nécessité d'aller enquêter sur le niveau de ressources, d'aller mener des investigations poussées sur à la fois le niveau des revenus et des patrimoines. Donc il est aussi, ça c'est une caractéristique majeure, accordé sans contrepartie.
sans obligation de travailler, ni même de démontrer sa volonté de travailler. Ce sujet, par exemple, avait fait l'objet d'une controverse entre Philippe Van Parijs et John Rawls il y a quelques années. Alors, si maintenant on s'occupe des 4 principes d'équité du revenu d'existence, donc chacun contribue financièrement à proportion de ses moyens. Chaque membre de la communauté, et là ça fait écho aux tables rondes qui étaient présentes ce matin, se voit garantir l'accès à 4 droits fondamentaux: éducation, santé, logement, subsistance. Ce qui est fondamental pour nous, c'est que ce revenu ne doit en aucun cas décourager la participation à une activité rémunérée. Pour les membres de l'ER, le travail doit toujours rapporter plus que l'oisiveté. Et enfin, dernier principe qui est assez fondamental également pour nous, c'est qu'il est nécessaire et impératif d'avoir un dispositif qui soit budgétairement équilibré. Alors concrètement, qu'est-ce qui est proposé? Donc un montant mensuel du revenu universel qui est proche de 500 € pour les personnes de 25 ans et plus, qui est un petit peu inférieur pour les enfants, 200 ou 250 €, qui est toujours intégralement cumulable avec le soutien au logement, et qui est lui-même également cumulable avec un certain nombre d'autres prestations qui ont vocation à perdurer. Je pense par exemple aux prestations en matière de handicap. Par construction, c'est un financement qui doit être équilibré. Comme le disait Marc ce matin, le revenu universel pour nous, c'est aussi d'abord et avant tout une réforme fiscale. Donc ce qu'on imagine, c'est un prélèvement dédié qui serait équivalent à 25% de tous les revenus, et ce, au premier euro. Alors qu'est-ce que ça induit en termes de simplification, de suppression? Donc la suppression de l'impôt sur le revenu sur sa forme actuelle, du quotient familial et du quotient conjugal. La suppression également d'un certain nombre d'avantages sociaux, notamment les contributions, enfin les réductions Fillon, ou les cotisations sociales non contributives, la prime d'activité, le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, le revenu de solidarité, l'allocation temporaire d'attente, etc. Donc ça induit également un certain nombre de simplifications que vous pouvez retrouver sur cette planche, en particulier sur tout ce qui est niche fiscale, et un certain nombre d'autres prestations, en revanche, ont vocation à rester inchangées. Donc en résumé, et pour synthétiser, le revenu d'existence, c'est un socle robuste, lisible et simple, acquis tous les mois, qui ne nécessite aucune démarche calculée par le fisc, qui est sans condition, qui conduit à ne pas avoir à gérer des situations parfois très problématiques socialement avec la question de la récupération des indus, qui est imaginé pour faire en sorte que des situations qu'on trouve assez couramment ne se reproduisent plus, à savoir qu'une personne, par exemple, présente au RSA, n'ait pas intérêt à prendre une activité, tout du moins une activité déclarée. Il est identique que l'on soit seul ou en couple. Chacun dispose du même montant. Les règles du jeu sont identiques pour tous et le budget est équilibré au niveau national. Voilà la rapide présentation introductive que je voulais présenter aujourd'hui. Ce qui est également à noter, c'est que dans l'esprit en tout cas de l'ER, le revenu universel n'est pas un revenu universel pour solde de tout compte. On n'a pas parlé ici de tout ce qui concerne l'accompagnement, mais il est bien clair également que l'accompagnement des bénéficiaires du revenu universel est pour nous un sujet fondamental également.